Alors, bonjour tout le monde. Il y a des gens qui sont là. Il est 11h59. On va se laisser encore une bonne minute là, pour que les gens se joignent à la rencontre. Puis on va commencer. Mais merci d'être là ce matin, ce midi, 26 février. Merci, Christina. Bonjour à tout le monde. On va attendre encore quelques secondes avant de commencer, mais on est contente de vous accueillir. Bienvenue au Discuter Comprendre. On va prendre une petite minute pour laisser les gens arriver, puis on va sauter dans l'échange. Alors, je propose qu'on commence, étant donné qu'il est midi 1 et que l'heure du dîner va passer comme ça, extrêmement rapidement, comme à tout nous discuter et comprendre. Je vous souhaite la bienvenue à toutes les participantes, les participants qui sont arrivés déjà, et évidemment la bienvenue à nos 3 panélistes qui sont avec nous aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue en ce 4e discuter et comprendre à l'occasion du mois de l'Histoire des Noirs. On est content que vous soyez là. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est, comme à l'habitude, on va prendre une minute pour expliquer que sont les discuter et comprendre, en présumant pas que c'est tous ou toutes votre première fois. Je vais expliquer un peu les objectifs des discuter et comprendre, puis ensuite, on va se permettre de faire un tour de table avec nos panélistes, de faire une petite intro au sujet, puis on va sauter dans la discussion. Vous êtes les bienvenus dans les discuter et comprendre, à prendre la parole, à lever la main, à écrire dans le clavardage. L'objectif pour nous, c'est d'être dans une situation d'échange. Donc, on cherche vraiment plus un format de conversation qu'un format webinaire. Donc, ceci n'est pas une formation. On veut offrir donc dans les discuter et comprendre des espaces réflexifs sur des sujets qui touchent de près ou de loin à l'équité, l'inclusion pour la diversité humaine. Et donc, on a mis sur pied les discuter et comprendre dans le but de faire des co-apprentissages ensemble, c'est-à-dire dans une logique socio-constructiviste. En groupe, on utilise le langage, la conversation pour déconstruire ce qu'on sait, ce qu'on comprend du monde et essayer de reconstruire ensemble ou en post-production de notre rencontre aujourd'hui, notre compréhension des enjeux sociaux qui façonnent nos environnements, particulièrement dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous joindre à la réflexion avec nous, de garder cette perspective réflexive tout au long de l'échange. Vous avez Là, je vais juste dire un petit mot technique. C'est possible qu'il y ait des interventions en anglais là, ou que vous préfériez avoir des sous-titres. Christina va mettre des instructions dans le clavardage concernant l'usage des sous-titres dans le discuter et comprendre. Au niveau du déroulement de la rencontre, j'en ai parlé légèrement. Là, on va commencer l'échange avec les panélistes pour mettre la table, puis on vous invite vraiment à vous joindre à la conversation par les biais du clavardage ou de la main levée. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est vraiment approfondir la réalité des communautés noires en soins et services sociaux, je vais le dire comme il faut. Je m'appelle Christine Morin, je suis directrice adjointe de Talent, Culture, Expérience Employée au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Merci à l'équipe d'EIA du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Merci aux panélistes d'être avec nous aujourd'hui. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va faire un tour de table. Alors, je vais me tourner vers les panélistes pour qu'elles se présentent. Ketli, Martine et Basti, bonjour. Ketli, je te lance la balle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si tu pourrais casser la glace et te présenter. Oui, merci Christine. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis coordonnatrice provinciale en poche et danse pour les communautés ethnoculturelles et de langue anglaise. Donc, je suis basée au CIUS Centre-Ouest.
mais principalement à l'Institut universitaire Sherpa. Probablement, beaucoup d'entre vous connaissez l'Institut universitaire Sherpa qui a une expertise en contexte interculturel et il a un mandat provincial aussi pour cette expertise. Donc, mon background, je suis médecin de formation. J'ai une maîtrise en santé communautaire que j'avais faite à l'Université Laval et j'ai obtenu mon doctorat en santé publique complété à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Donc, juste un petit mot sur mon parcours. Donc, mon expertise en santé publique consiste à analyser les enjeux sociaux et de gestion des organisations et de proposer des perspectives pour organiser et optimiser les services et soins de santé. J'ai travaillé pendant quelques années à l'Institut universitaire sur les dépendances et maintenant, je suis à l'Institut Sherpa pour l'approche aidance, qui est un nouveau projet gouvernemental. Merci. Merci beaucoup, Kathleen, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour cette conversation et d'avoir aussi accepté de briser la glace. Je me tourne vers Martine. Bonjour Martine, bienvenue. Bonjour Christine, merci beaucoup de me recevoir. Donc, je suis Martine Oumoubiei. Dans le fond, je suis gestionnaire en équité, diversité et inclusion au niveau de mon organisation. Donc, conseillère cadre en diversité culturelle pour le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal. Comme vous pouvez constater, bien sûr, je suis une femme noire. Je ne prétends pas représenter l'ensemble des communautés noires parce que nos réalités sont quand même diverses, multiples et nuancées. Aujourd'hui, je vous partage simplement ce que je suis en toute simplicité, avec l'espoir que nos échanges puissent bien sûr nourrir cette réflexion. Moi-même, de profession, je suis criminologue. Je possède aussi une expérience en gestion. J'ai une maîtrise en administration publique de l'École aussi d'administration publique du Québec. Donc, c'est un plaisir pour moi de participer à ce panel. C'est un plaisir partagé pour nous. Merci, Martine. Et je me tourne finalement vers la troisième panéliste et non la moindre, Vasti. Bonjour, Vasti. Bienvenue avec nous discuter et comprendre. Bonjour. Donc, moi, je vais faire du pouce sur ce que Martine a dit. Je me présente humblement. Moi, c'est vraiment, je me jette pour délier ma parole. Et c'est un défi que je m'étais donné cette année. Puis je pense que c'est dans cet esprit-là que je me présente. Bon, Vasti Pierre-Louis, infirmière-chef au postpartum. J'ai travaillé dans différents milieux. Infirmière de profession, j'ai travaillé surtout beaucoup dans les milieux interculturels, dans la communauté, dans des organismes communautaires. Puis, ben, c'est toute cette expérience-là que j'ai envie de partager avec vous, les questionnements que j'ai comme gestionnaire, mais aussi comme qui accompagne les intervenants, mais aussi la responsabilité qu'on prend dans ce rôle-là quand on voit des iniquités ou de l'incompréhension. Je vais parler de l'incompréhension. Donc, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Bastille, de mettre la table sur le début de nos conversations et merci d'avoir accepté l'invitation pour vous joindre à discuter et comprendre. Donc, toutes les trois, on est très, très chanceuses de vous avoir. Avant qu'on commence, la première question, donc je réitère pour les participants ou les participantes qui seraient arrivés un peu plus tard, que vous êtes bienvenus pour participer à l'échange en levant la main ou en inscrivant des questions, des commentaires ou des réflexions dans le clavardage. Donc, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans un espace réflexif ensemble sur la question des réalités des communautés noires en soins et services au Québec. C'est un peu la discussion que nous avons eue, les panélistes et l'équipe d'EIA, en essayant de préparer cette rencontre aujourd'hui. C'est sûr qu'on est à la fin du mois de l'Histoire des Noirs et on sait qu'on peut choisir différents angles pour traiter des sujets sur lesquels on veut attirer une attention spécifique, que ce soit des contributions, des accomplissements, parler de l'héritage des communautés noires, mais ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est vraiment attirer l'attention sur les enjeux
particulier au réseau de la santé et des services sociaux quand on parle de communauté noire. On a des questions qu'on veut réfléchir avec vous. On le sait que les inéquités en santé touchent les communautés noires et ne relèvent pas de la biologie ou des choix individuels. Elles s'expliquent plutôt par des trajectoires qui sont historiques, des structures sociales, des systèmes institutionnels qui n'ont pas été conçus pour répondre nécessairement à une diversité. Et donc, au Canada et au Québec, on observe encore des écarts en matière de santé. C'est un peu de ça qu'on voulait discuter, tant à la fois de la question des usagères et des usagers, mais aussi de la réalité des employés et des personnes qui œuvrent dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, je sauterai tout de suite dans la conversation avec les panélistes. Puis ma première question pour vous, là, je sais qu'on l'a abordé légèrement, c'est qu'est-ce qui était important pour vous dans cette conversation aujourd'hui, puis pourquoi vous avez accepté d'y participer? Je me tournerai vers Basti, si je peux t'inviter. Oui, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment premièrement, de contribuer. Moi, je me dis toujours, on a le privilège de travailler, en tout cas pour moi, de travailler au CIUS Centre-Ouest pour diverses raisons. Déjà, d'avoir cet espace-là depuis 4 années pour faire ressortir le moi, hein, de dire que ça existe, qu'on puisse présenter, se rencontrer autour de ce sujet-là. C'est important, puis c'est un privilège. Mais l'autre chose aussi, j'ai toujours eu un petit problème avec l'histoire des Noirs. Hein. J'en ai parlé avec les panélistes, de dire, au-delà, on parle des communautés noires, mais est-ce qu'on parle de la communauté blanche? On parle des gens, on identifie un lieu, un espace, une histoire individuelle. Puis pour moi, c'est ça. Donc, cette importance-là de dire qu'il faut le ramener, puis de ramener la contribution de la diversité dans l'institution, puis aussi les défis pour moi que je rencontre, comment composer, comment travailler, puis de faire en sorte que ça puisse, comme je disais, de vivre au-delà de cette période-là. Comment qu'on peut amener ces rencontres-là pour que ça puisse porter fruit au quotidien. Donc, c'est vraiment vers ça pour ça que tu es ici aujourd'hui, c'est ça. Oui, voilà. Puis je pense que ce que j'entends dans ce que tu nommes, là, c'est ton désir aussi de transformation ou de participer à une transformation. Oui, puis aussi, au-delà de ça, on parle beaucoup, moi je dis toujours, bon, il y a mon histoire, il y a mes traumas, mais il y a l'héritage. Et à force d'écouter puis de lire depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai pu regarder, oui, ben là, c'est tout l'héritage et de faire une introspection pour tout ce que j'amène. Donc, quand je rencontre, je dis oui, reconnaître les traumatismes, comment ça m'affecte, parce que je le vois dans certains comportements que je peux avoir, dans certaines interventions, comment que c'est ça qui saute en avant, mais aussi la résilience, hein? Cette résilience-là ne vient pas de n'importe où. Je l'ai héritée parce que je suis haïtienne, parce qu'on a été la première république à aller vers l'indépendance, à sortir de qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que je transporte et c'est quoi ma responsabilité aussi, parce qu'il y a cette responsabilité de porter cet héritage-là. Donc voilà, c'est toutes ces raisons-là. Merci du partage, Basti. Je me tourne vers Ketli pour faire la suite. Qu'est-ce qui fait en sorte, Ketli, que tu as voulu participer à cette conversation? Bon, merci Christine. Donc, c'est juste pour moi, participer à cette conversation vraiment permet de reconnaître les réalités vécues par les communautés noires et surtout ce que Basti a dit, hein, donc, et au niveau, notamment au niveau du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, cette conversation est essentielle vraiment pour rendre visibles leurs histoires, souvent invisibilisées, célébrer leurs contributions et mieux comprendre les enjeux persistants, les obstacles auxquels ces communautés sont souvent confrontées, comme les discriminations, les inégalités d'accès et même aussi la sous-représentation
Donc, ces conversations ouvertes permettent de valoriser leur savoir expérientiel et de réfléchir sur des actions futures qui peuvent favoriser des pratiques plus équitables et culturellement adaptées. Donc, je pense aussi que cela pourrait contribuer non seulement au bien-être des usagers, ou bien des usagers noirs, des usagères noires, mais aussi à la valorisation des professionnels issus des communautés noires. Parce que l'équité aussi, c'est une responsabilité collective dans une société. Donc, chaque personne indistinctement a un rôle à jouer par l'écoute, l'apprentissage et la collaboration. Donc, nommer ces réalités-là permet de bâtir aussi un réseau plus juste, plus équitable, plus inclusif et même plus représentatif pour tout le monde. Voilà, en gros. Merci, Kathleen, d'ajouter toutes ces pierres-là à la fondation de la conversation pour aujourd'hui. Je pense que tu as nommé beaucoup de choses qui sont super importantes, puis effectivement, que j'espère qu'on pourra déployer dans la conversation aujourd'hui. Merci. Martine, je me tourne vers toi. Encore la dernière et non la moindre. Toi aussi, si tu veux bien nous partager pourquoi tu as choisi d'accepter notre invitation. Bien sûr, pour moi, participer à cette conversation, c'est quelque chose quand même d'assez essentiel. Il y a bien sûr des raisons personnelles, des raisons professionnelles aussi qui peuvent être interreliées. En tant que gestionnaire, justement, pour tout ce qui est l'équité, la diversité, l'inclusion, j'ai une grande responsabilité de travailler à réduire les inégalités pour tout ce qui touche justement le système de santé, de services sociaux. Particulièrement quand on parle des communautés noires, c'est pas toujours évident de travailler justement dans ce cadre parce qu'on voit beaucoup de surreprésentation. On voit beaucoup aussi d'obstacles qui sont liés par rapport à l'accès, que ce soit à travers les billets, qui sont parfois subtils et parfois explicites. Et, donc, il faut arriver à amener un rayonnement par rapport à ce qui se passe réellement, puis à être ouvert aussi et transparent, puis aussi à voir comment est-ce qu'on travaille comme individu, comme organisation à améliorer ceci. Une autre chose qui est quand même importante pour moi, c'est que je suis moi-même issue d'une deuxième génération d'immigrants. Donc, j'ai quand même grandi aussi en observant certains défis vécus par mes parents, par mes pères. Donc, j'ai moi-même vécu certaines aussi de ces réalités-là. C'est sûr que cette conversation, dans ce sens, va m'interpeller aussi personnellement. J'ai une double lucidité dans cette analyse. Donc, une analyse institutionnelle, une analyse aussi au niveau du vécu. Mais je crois que le plus important, c'est que les communautés noires sont souvent parlées, mais très rarement écoutées. Donc, d'avoir cet espace aujourd'hui, je trouve que ça va placer au centre ces enjeux-là, puis on va enfin pouvoir avoir cette conversation-là qui va peut-être aider à renverser ces dynamiques. Merci beaucoup, Martine. Je prends des notes des choses que tu as nommées. J'aurais pu en prendre pour chacune. Merci de ramener merci d'abord du partage. Puis merci de nous ramener aussi, parce que ce que tu nommes, c'est il y a des interpellations micro, il y a du méso, il y a du macro. Tout ça, c'est interrelié. Puis, en tout cas, merci de déjà poser ces pierres-là aussi de réflexion pour l'échange. Donc, on va commencer à aller un petit peu plus loin dans l'échange qu'on s'est donné pour aujourd'hui. Quand on s'est préparé pour la rencontre d'aujourd'hui avec les panélistes, ce qu'on se disait, c'est il faut parler de cette question du vocabulaire quand on parle des communautés noires. Comment est-ce qu'on peut, comme réseau, sortir d'une perception uniforme, majoritairement uniforme, des communautés noires et comment on peut mieux reconnaître et mieux tenir en compte la multiplicité des identités, des trajectoires, des réalités noires dans l'organisation des soins et services. À la fois pour les personnes, puis là on dit soins et services, mais on présente dans l'organisation aussi des établissements parce qu'il y a des employés, il y a des bénévoles, il y a des stagiaires et donc cette question-là de la perception uniforme des communautés noires, on avait le goût de l'aborder ensemble. Martine, je te lancerai la balle pour répondre à cette question-là en premier. Merci beaucoup. Comme réseau, je pense que des fois, on a tendance justement à rester dans des visions très homogènes, justement, de ce que sont les communautés noires.
c'est à ce moment-là que je crois qu'on est invité à faire un changement de posture institutionnelle. Donc, il faut arriver à voir que ce sont justement des réalités multiples et on en parle depuis le début. Donc, quand je dis multiples, on parle que ce soit au niveau linguistique, au niveau migratoire, au niveau régional, socio-économique, générationnel, religieuse et j'en passe. C'est dans ce contexte que il faut arriver donc à aller chercher des collectes de données qui permettent de documenter, de nuancer aussi les perceptions que les gens peuvent avoir. Il faut aussi reconnaître que dans cette polarité-là, il faut avoir des meilleures collaborations, que ce soit des collaborations avec notre interne. Ce que j'appelle notre interne, c'est dans la plupart des organisations auxquelles on travaille, dans la plupart de nos CIUS, on a déjà à travers le personnel de très bonnes représentativités. Non pas d'arriver à en faire ce qu'on appelle du tokenisme, c'est-à-dire se servir des communautés noires pour trouver toutes les solutions par rapport aux problématiques qui sont représentées, mais d'être à l'affût aussi de ces angles morts que parfois on peut passer à côté. Puis également aussi, je crois, comme institution publique, on a le privilège de travailler avec plusieurs organismes communautaires qui, eux, se sont aussi attardés à ces réalités-là, puis que parfois, ben, la personne noire qui est peut-être victime d'un certain racisme va se sentir peut-être plus à l'aise d'aller voir un représentant d'un organisme communautaire avant de venir nous voir, parce que le système de santé représente quand même un système. Donc, à partir de là, il faut sentir qu'il y a des gens qui peuvent avoir une réticence à venir nous consulter. Comme tu l'as mentionné, Christine, que ce soit pour des problèmes de santé physique, de santé psychologique, de santé sociaux. Donc, il faut être conscient de la machine qu'on peut représenter. Également, l'histoire aussi ne nous a pas avantagés par rapport aux communautés noires. On se rappellera qu'il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y avait des patients qui intégraient donc les domaines hospitaliers et que la seule raison de cette intégration-là, c'était pour faire des expériences sans leur accord par rapport à ces personnes-là. C'est donc quelque chose qui est quand même assez important à tenir en tête dans cette conversation-là. Merci, Martine, d'avoir nommé ça. Je pense que ce à quoi tu fais référence en parlant de violence institutionnelle, ça fait partie effectivement des réalités historiques, puis ça fait partie aussi de la dynamique de confiance envers les établissements de soins et de services sociaux. Puis effectivement, les organismes communautaires, quelle place ils peuvent jouer là-dedans, puisqu'ils sont sur le terrain. Kathleen, est-ce que tu voudrais rebondir sur cette question-là de l'homogénéité de la perception des communautés noires? Oui, tout à fait, Christine. Moi, je pense que les communautés noires, bon, assez souvent, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ce terme, mais ce sont des termes utilisés pour désigner certaines populations par rapport à la majorité. Donc, par exemple, on parle de communautés francophones en Ontario, de communautés de langue anglaise au Québec parce qu'elles sont minoritaires. Mais toutefois, il ne faut pas penser que dès qu'on parle de communauté, il y a une homogénéité. C'est comme Martine a dit, donc il ne faut pas penser que les communautés noires sont toutes homogènes, car elles regroupent des personnes aux origines, cultures, histoires et réalités linguistiques très diverses. Donc, il y en a qui parlent l'anglais, il y en a qui parlent le français, il y en a qui parlent le créole. Moi, je viens d'Haïti, je parle le créole, et le français est officiel aussi en Haïti. Il y en a qui parlent le swahili, etc. Donc, elles proviennent de continents différents, de pays différents et de trajectoires linguistiques très diverses. Donc, de trajectoires migratoires variées aussi. Il y en a qui sont venus ici comme réfugiés, il y en a qui sont venus comme professionnels qualifiés, comme travailleurs qualifiés. Et Martine, peut-être, je ne sais pas si elle est née au Québec, mais il y en a qui sont nés au Québec, donc au Canada. Donc, les trajectoires sont différentes avec des expériences sociales, économiques, religieuses et identitaires qui ne se ressemblent pas. Donc, il y a des différences culturelles même à l'intérieur de ces communautés-là. Donc, les considérer comme un bloc uniforme efface cette richesse et peut mener à des stéréotypes. C'est comme, assez souvent, j'ai entendu dire, ah, les Noirs sont tous pareils. Donc,
ça peut entraîner des approches inadaptées, des généralisations et des malentendus dans les soins et services. Donc, et même aussi, ça peut créer des stéréotypes. Des stéréotypes, c'est comme, bon, on va les considérer tous ensemble parce que ils sont tous pareils. Donc, reconnaître cette pluralité permet au contraire d'offrir des interventions plus justes, plus sensibles et plus respectueuses des besoins réels de chaque personne. Et moi, je dis souvent, le fait que les communautés noires ou bien les communautés minoritaires, elles ont leurs expériences, elles ont leur savoir expérientiel à apporter aussi au niveau du réseau de la santé. Donc, on devrait les inclure systématiquement dans les processus décisionnels. C'est ce qui va permettre de construire des services pertinents. Donc, il ne faut pas tenir pour acquis qu'on connaît leurs besoins. Donc, quelle que soit l'intervention, il est important d'inclure la personne dans la décision et de connaître son point de vue concernant le type d'intervention envisagée. Ce serait comme instaurer des mécanismes consultatifs permanents. Donc, il faudrait co-construire des programmes et des outils cliniques avec ces communautés plutôt que pour elles. Par exemple, moi, dans le domaine de la proche aidance, donc, il est important de considérer la personne proche aidante comme partenaire. D'ailleurs, un cadre de référence est diffusé. Bon, ce cadre est actuellement en cours de diffusion dans le réseau de la santé, si vous ne le savez pas encore. Donc, c'est un cadre qui va permettre, qui parle du cheminement clinique de la personne proche aidante. C'est un cadre adressé aux intervenants et aux professionnels de la santé, justement, pour pouvoir considérer la personne comme proche aidante, comme partenaire de soins. Donc, il est d'autant plus pour les communautés noires ou bien les communautés minoritaires. Donc, un tel partenariat est vraiment crucial puisqu'il permet de saisir la diversité des réalités vécues, justement, et d'éviter une vision monolithique d'habitude qu'on voit dans le système de santé. J'ai pris plein de notes. Basti, je te lance la balle, vas-y. Oui, moi, je voulais rajouter à ce que Martine disait par rapport à l'histoire, les expériences, comment ça atteint aussi les soins, mais comment ça affecte la consultation, pourquoi les gens vont consulter plus tard, pourquoi qu'on va détecter plus tard. Il y a cette crainte-là et le manque de confiance envers le réseau qui fait que aussi, ça amène des complications, on consulte plus tard. On a les conséquences sont, les interventions sont plus tardives, donc peut avoir des conséquences. Moi, j'ai l'exemple très concret qui est arrivé dernièrement avec une cliente haïtienne qui était aux soins palliatifs. Puis on connaît l'historique. Si on dit à une personne, ben, tu vas aux soins palliatifs, je me permets de le dire, là, j'ai parlé avec Katia pour dire, mais c'était un cas vraiment particulier d'une dame qui a un cancer avancé et qui refusait les médicaments. Il y a dû avoir beaucoup d'interventions de la part de l'infirmière, mais aussi on implique, puis moi je trouve ce qui est merveilleux, surtout aux soins palliatifs, qu'on va aller chercher dans la communauté des gens qui vont pouvoir, au-delà de juste traduire, mais d'expliquer, de comprendre, pas juste savoir ce que la communauté, les perceptions d'une communauté, mais comprendre le langage. Donc, cette personne-là, on l'avait mis aux soins palliatifs. C'est une salle individuelle, elle va recevoir des bons soins, mais dans sa tête, c'est « on veut me tuer ». Soins palliatifs, ça veut dire la mort. Et elle était très anxieuse. On ne pouvait pas savoir si c'était dû à la maladie, des confusions, etc. Mais il y avait quelque chose de clair pour elle et qui amplifiait aussi son comportement. Donc, on commençait à donner plus de médicaments, des anxiolytiques, des antipsychotiques, afin d'apaiser ces symptômes. Mais ce qui était vraiment au centre, c'était de dire pour la communauté, je dis pas pour toute la communauté, pour une partie de la communauté haïtienne, de dire à quelqu'un tu vas aux soins palliatifs, c'est la mort.
on va te tuer, puis c'est pour ça. Mais comme la perception de la morphine que tout le monde avait aussi au départ, ben, c'était ça, puis ça avait amplifié son comportement. Il a fallu avoir une lecture de tout ça. Et les intervenants étaient aussi, ben, vous savez, aux soins palliatifs, ils sont attentifs aux besoins de la clientèle. Ils vont chercher les besoins individuels, puis malgré tout, ils étaient confrontés dans la situation qui augmentait une médication pour quelque chose qui était causé par tout à fait autre. Et c'est la lecture culturelle qui a fait qu'on a pu intervenir, que cette clientèle a été déplacée dans un autre département, puis par la suite observer le changement. Donc, la contribution des communautés est au-delà d'avoir utilisé si systématiquement dans des cas complexes, il y avait un espace où ce qu'on peut, comme des séminaires qui existent déjà, mais qu'on puisse travailler, analyser et voir. Puis aussi que les intervenants soient conscients. Il faut aussi être conscient de ça, être présent, observer. Donc, c'est toute cette richesse-là que ça amène, mais aussi l'autre côté que je veux, c'est pas une mauvaise intention. Il n'y a pas d'intention. Dans ce cas bien précis, c'était pas des mauvaises intentions, mais la mauvaise lecture a amené des soins aussi, puis a amplifié la peur de cette personne-là. Donc, c'est toutes ces nuances-là, je pense que ça amène comme contribution, puis ce besoin d'avoir l'espace pour échanger sans jugement. Est-ce que ça existe? Comment on le fait? Comment on crée? Parce que ça existe pour... je pense qu'il y avait le séminaire transculturel qui se faisait pour certains cas, qui était très riche, qui avait un espace ouvert, que plusieurs personnes... Mais c'est ça, je pense que ça, c'est des exemples concrets, puis là, j'en aurais d'autres, là, mais voilà. Merci, Bastien, de soulever ces éléments-là. Je réfléchis à la nuance que tu apportes dans ton propos. Effectivement, la question des intentions, puis la question de l'impact, hein, c'est souvent quelque chose qu'on nomme qui va être différencié. Ce n'est pas parce que l'impact est négatif que l'intention était négative, mais il y a une question de comment on va apprendre ensemble pour se centrer avec la personne sur sa réalité, sur ses besoins, sur justement être dans le fine-tuning en bon français de l'approche, puis de capter ça. Des fois, ce qu'on a capté, en tout cas nous, avec nos groupes de travail au niveau de la communauté ethnoculturelle, des communautés ethnoculturelles minoritaires, c'est des fois cet inconfort de comment j'approche vers l'autre, comment je pose ma question pour que mon impact ne soit pas négatif, puis que j'apprenne avec la personne qui est un collègue, qui est une collègue ou qui est une personne usagère sur, OK, comment je peux être dans cet arrimage-là pour pas qu'on soit en décalage, mais que la personne, il y a une connexion à la bonne place. Oui, mais co-apprendre parce qu'il y a aussi, tu parles de la difficulté de nommer des choses, mais moi, quand je me retrouve dans des rencontres où ce qu'on parle, il y a des recherches, on parle de la femme noire, de la femme. Puis en obstétrique, il y a beaucoup de complications qui c'est relié. On sait que le risque de décès est plus grand, puis tout ça. Mais moi, comme individu, je suis confrontée. Puis là, moi, c'est comme comment amener, comment discuter, comment apporter ce sujet-là pour qu'on puisse avancer, comment apprendre. Parce que moi, je pense que mes collègues c'est sûr qu'il y a des gens qui sont bornés et tout ça, là, mais je ne parle pas de ça, mais ils ont envie d'apprendre. Ils ont envie de comprendre. Je pense que, puis on sait que les études sont basées sur la minorité majoritaire, là, parce que c'est fait dans des pays occidentaux. Quand on regarde les communautés, on parle aussi, on ne va pas différencier, on va parler des séquelles pour la communauté noire, mais la communauté noire, encore là, même dans les recherches, la diversité des communautés fait aussi que les impacts au niveau de la santé, et c'est tout ça, moi, c'est vraiment comment apprendre et comment apporter. Moi, j'aimerais trouver une façon de co-apprendre puis de pouvoir, surtout ce qui a trait à la violence obstétricale, comment aborder ce sujet-là, comment le regarder, puis comment l'identifier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce qu'on prend des États-Unis? Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Qu'est-ce qui se passe dans mon institution?
et de le faire de façon constructive. C'est toutes ces choses-là que ça m'amène à penser là, Oui, qui sont centrales hein, dans nos milieux de travail et de soins, c'est ça aussi. C'est pas juste périphérique, des fois, c'est des conversations qui vont amener les pratiques plus loin, qui vont amener justement dans l'appartenance de l'usager et de l'usager à son système de santé local. Ça fait une différence. On n'en a pas. Je pense que c'est Martine Ketley qui avait touché rapidement tantôt sur l'accès des communautés ou des personnes noires. Qu'est-ce que c'est ma confiance? Puis à quel moment dans mes besoins je vais aller accéder aux soins et aux services qui sont disponibles pour moi? Mais c'est tout lié avec ce que tu as nommé, Basti, je pense. J'aurais le goût de me tourner vers Ketley pour qu'on réfléchisse ensemble là, dans les pratiques, dans les interactions. Où est-ce qu'on se questionnait quand on s'est préparé? Où est-ce qu'on voit certaines réalités des communautés noires qui sont invisibilisées ou qui sont ignorées ou qui sont minimisées concrètement, là? Merci Christine pour la question. Donc, l'invisibilisation peut prendre plusieurs formes. On peut voir une absence de données au niveau par rapport aux communautés noires. Donc, un manque de représentation, j'en ai parlé tantôt, effleuré un peu tantôt. Et puis, des interprétations erronées des besoins à cause des biais parfois inconscients, comme Basti l'a dit, ce sont des biais inconscients, ou bien aussi même une banalisation de leurs expériences de discrimination. Donc, cela peut apparaître le plus souvent dans les pratiques et les interactions professionnelles, organisationnelles et même sociales. En fait, je peux donner un exemple, par exemple, en proche aidance. Donc, il y a eu des données globales sur la proche aidance. Donc, le nombre d'heures consacrées par semaine, l'âge des personnes proches aidantes, le nombre de personnes aidées, le fardeau de la proche aidance, des données globales. C'est un bon travail qui est fait. Mais toutefois, ces données devraient être plus détaillées pour les communautés minoritaires, pour avoir une meilleure compréhension des inégalités vécues de différents sous-groupes et d'utiliser ces données-là justement pour ajuster les services sans pour autant réduire les personnes à des catégories. Donc, c'est ce qu'on a remarqué, nous, dans nos travaux à l'Institut Sherpa, par exemple, en proche aidance. On cherche ces données qui sont générées par l'Institut de la statistique du Québec ou bien, en fait, l'INSPQ aussi. Donc, on manque ces données-là et on les a demandées parce que justement, on a besoin de ces données plus détaillées par rapport à ces sous-groupes de population. Ça va aider parce que cette absence peut mener à l'argument « on ne voit pas de problème, donc il n'y en a pas ». Donc, ceux qui invisibilisent les expériences vécues par les communautés noires, cela empêche aussi de saisir des écrits, non pas des problèmes en matière, par exemple, de repérage. C'est difficile de repérer les personnes issues des minorités. Donc, ça va permettre de mieux les repérer ou bien de faire du dépistage ou bien de leur offrir des services adaptés à leurs besoins. Donc, des données mieux structurées permettent d'identifier clairement les besoins différenciés. Et puis aussi, on a vu, il y a tendance à avoir des approches universelles qui ne connaissent pas les spécificités. Donc, moi, je l'ai vu en santé publique, c'est comme il y a des approches universelles, comme si tout le monde avait les mêmes références culturelles ou bien le même rapport aux institutions. Donc, on a vu qu'il y a des personnes issues des minorités qui manquent de confiance justement dans le système de santé par rapport à leurs expériences antérieures négatives. Donc, il faudrait effectivement que les approches tiennent compte justement des barrières historiques, des barrières linguistiques, des barrières économiques qui affectent les communautés minoritaires. C'est comme il serait mieux d'orienter des services adaptés linguistiquement, vraiment de mettre systématiquement des interprètes. On en a parlé dans nos recherches. Et on a même fait des recommandations aussi au ministère pour qu'il y ait une interprétation systématique justement pour les communautés linguistiques. Et parce qu'on a vu aussi dans nos recherches que ça peut même conduire à des erreurs de diagnostic, des erreurs de traitement.
Donc, on l'a documenté en proche aidance et on a même 2 rapports qui sont publiés sur notre site de l'IU Sherpa pour montrer justement tous ces problèmes qui peuvent exister à cause de la barrière de la langue. Donc, et je peux en dire long. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Peut-être que je pourrais rebondir. Bastien, est-ce que tu as le goût de rebondir, justement? On parle. Mais c'est parce que, tu sais, avec tout ce qui se passe avec le EI, les traductions, puis tout ça, c'est sûr qu'on va avoir tendance à dire qu'on peut avoir une traduction de ce que la personne dit. Puis ce que tu parles, c'est l'interprétariat. Et comment il y a une différence entre traduire et interpréter l'expérience de l'autre. Mais ça coûte des sous. Et moi, c'est dans le comment, parce que oui, puis ça, puis je l'entends, puis je pense que ça a été soulevé, puis les intervenants le demandent aussi, mais on est aux prises avec des coûts et comment, on sait qu'il y a un impact, mais les besoins sont... C'est là les défis que je me dis qu'aussi on se rend compte, parce que je pense que consciemment, il y a beaucoup d'études qui ont été portées sur l'interprétariat et ce besoin pour les intervenants quand ils rencontrent une cliente puis qui ne peuvent pas communiquer. Tu sais, on est pris avec comment soigner, puis on le fait du mieux qu'on peut, mais voilà, c'est comme... Puis je l'entends de dire, oui, on demande, mais qu'est-ce qui est possible et comment on fait pour arriver à ça? Puis avec tous les outils informatiques qui arrivent pour traduire les langues qu'on peut apporter, comment ça peut être un biais aussi de dire, ben là, j'ai compris, parce que on a pu se parler comme ça, c'est... Je peux me permettre, Christine, pour rebondir à ce que Bastien a dit. Oui, effectivement, on sait qu'il y a des coûts, mais les études ont montré aussi l'importance de la communication dans la qualité des soins. Comme j'ai dit tantôt, on l'a documenté dans nos travaux à l'IU Sherpa, où on a vu que par exemple, il y a une dame, nous avons une capsule vidéo qui a été faite avec 3 personnes proches aidantes. Il y a une dame d'origine brésilienne qui a dit qu'elle a donné des explications au médecin, mais le médecin a compris, ce n'est pas cette explication qu'elle avait donnée au médecin. Donc, le médecin a compris autrement et elle a un document entre les mains, elle ne sait pas quoi faire avec ce document parce que ce n'est pas ce qu'elle avait dit. Donc, et on a vu aussi, il y a une dame qui nous a expliqué également que avant l'intervention de son père avait pris des anticoagulants. Heureusement, ce n'était pas une grosse intervention chirurgicale, c'était une biopsie de la prostate. Mais son père se mettait à saigner abondamment alors qu'elle avait dit au médecin que son père prenait des anticoagulants qui devaient être arrêtés peut-être 72 heures avant. Donc, tu vois, donc, si on se dit que ça va nous coûter des sous, mais on va perdre des vies, rien ne vaut une vie. Donc, il faudrait penser à vraiment considérer le mot là, l'interprétariat, à donner des interprètes justement aux personnes issues des minorités linguistiques. Et au contraire, ça va, par exemple, ce patient-là qui est en train de saigner, tu vois, ça va coûter beaucoup plus de sous au réseau parce que ça va mobiliser beaucoup de ressources pour cette personne-là. Au contraire, il faut agir en amont pour, ça va particulièrement donner des économies de préférence au système de santé. Si on pense que les coûts, c'est trop élevé, au contraire, on va avoir beaucoup plus de problèmes plus tard. C'est sûr que, après, je te laisse la parole, Martine, mais c'est sûr qu'on a des visées, Bastien nomme un obstacle systémique qui est la question du budget. Puis c'est sûr que il y a des données qu'on possède déjà au niveau des déterminants sociaux de la santé, notamment où l'exposition répétée à des obstacles sociaux ou à de la discrimination sur la santé. Que les données sont là sur pourquoi ça devrait être offert, puis qu'il y ait un retour sur investissement de ces types d'investissements-là, parce qu'effectivement, tu sais, je t'écoute, Ketli, puis il n'y a pas plus, on l'a déjà dit dans d'autres discutés, comprendre, il n'y a pas plus intime que notre santé, physique ou psychologique.
Ne pas arriver à être bien comprise sur ce sujet, c'est sûr que les enjeux sont grands. Puis effectivement, la question des coûts court terme versus des coûts moyen-long terme, c'est tout ça les points de tension qu'on vit en ce moment sur le terrain. Puis merci de les soulever et puis de les déterrer puis de faire en sorte qu'on les ramène à la visibilité, là. Martine, je te laisserai ajouter à tout ça. Et dans le fond, tu sais, pour reprendre à la question de départ qui parlait justement des points d'invisibilité au niveau de nos pratiques, je pense que je peux rebondir très rapidement sur ce que tu viens de dire. Tu sais, quand on parle de déterminants sociaux, il faudrait reconnaître le racisme comme un déterminant social de la santé parce qu'on sait que le racisme structurel est rarement nommé. Déjà, on l'évite, encore moins documenté dans les dossiers, dans les trajectoires de soins. Moi, j'ai déjà vu plusieurs moments quand je faisais la lecture, mettons, de certains rapports, si on parle de dossiers ou de cas familiaux, on va mentionner, ben, la mère, the mother is overwhelmed. On va le répéter 20 fois dans un rapport ou dans un document, mais on n'a jamais validé la raison pourquoi cette mère, elle est overwhelmed. Puis, tu sais, en anglais, on dit souvent, not listening, but pretending to listen will ultimately cause harm. Donc, il faut vraiment entendre ce qui est dit, non pas l'interpréter, mais le reconnaître, puis voir aussi qu'est-ce qui est marqué au niveau de l'expérience de la personne. Une autre chose qui est importante, c'est dans l'expérience justement de l'accueil des individus, on a tendance à oublier que justement cette méfiance est liée à cette expérience antérieure de discrimination. On a tendance à prendre ça plutôt comme réactif, prendre ça personnel et non validé par rapport aux antécédents des patients ou des usagers. Il faut aussi tenir compte que dans toutes les interactions cliniques, il y a encore une fois une grande tendance à minimiser les douleurs physiques, les stress psychologiques, alors que plusieurs études, justement, démontrent qu'un biais de perception de la douleur chez les patients noirs existe. Donc, encore une fois, il va falloir qu'on arrive à avoir des données qui sont partageables, des données aussi qui ne vont pas nécessairement, encore une fois, stéréotyper les communautés noires, mais qui vont nous permettre de re-questionner les choses, de ne pas juste rester dans l'apparence de ce qui est, mais de vraiment aller, écoutez, Madame Christine, est-ce que la douleur que vous ressentez, votre chiffre, vous l'avez indiqué à 7, est-ce que c'est vraiment un 7 que vous ressentez? Puis à ce moment-là, ben, on fera les ajustements qui sont. Mais c'est d'avoir cette conversation et de vraiment être à l'écoute de la personne. C'est sûr que si j'aurais poursuivi, j'aurais été au niveau des systèmes de gouvernance, mais pour le temps qui nous est imparti, je m'arrêterai là pour la réponse à cette question. Oui, on pourrait faire un séminaire d'après-midi, là. Merci, Martine, pour ces points-là complémentaires. Christina, I'm turning to you. Oui, il y a une question dans le chat je pense, qui connecte les différents points que vous avez mentionnés en ce qui concerne les différents mécanismes institutionnels, dans le fond, qui amènent à contribuer aux différents vécus dans les parcours des usagers, mais aussi des employés. Donc, le commentaire de Denis, la question est en lien justement avec mieux expliciter différents mécanismes institutionnels, mais aussi sociaux. Il nomme aussi le concept du colorisme et la place dans ces conversations, ces interactions. Donc, si vous voulez prendre un moment pour aborder cette question-là, mais aussi, je pense que ça fait un peu le lien avec la prochaine question des différents angles, barrières, obstacles qui sont observables, concrets, comme vous commencez à nommer dans les différents services et espaces. Je peux me permettre de commencer à surfer sur des éléments de réponse très rapidement. Tu sais, au niveau institutionnel, on s'entend, puis ça, c'est quelque chose qui a été mentionné depuis le départ. Au niveau de la santé, la norme blanche est souvent le point de référence. Quand on parle des grilles d'évaluation qui sont mises en place pour les soins physiques, psychologiques, c'est souvent normé. Donc, à partir du moment où on n'a pas un certain pointage, bien, on est systématiquement mis dans une certaine catégorie. Donc, ce serait de refaire une réévaluation de ces grilles-là, voir aussi s'ils sont adaptés aux réalités des personnes. Ça pourrait être une recommandation qui a déjà été faite, qui sont souvent aussi faites. Au niveau social,
quand on parle, tu sais, socialement, il y a les stéréotypes, hein. Donc, on a tous particulièrement des préjugés. Et ça, il faut toujours les reconnaître. J'aime bien dire soigner sans préjugés, mais en même temps, il faut reconnaître que oui, on peut avoir des préjugés, puis ils peuvent influencer notre décision. Mais par contre, il faut tenir en tête les influences que ça peut avoir sur les éléments d'injustice pour les usagers. C'est très important de s'arrêter pour réfléchir justement à ces éléments-là. Puis ces stéréotypes-là, même s'ils ne sont pas toujours justement exprimés explicitement, ben, ils influencent justement la façon dont on va réagir. Ils vont influencer nos compétences, ils vont aussi influencer nos préoccupations, tu sais. Au sein des communautés, tu sais, la question du colorisme, c'est une question qui est probablement, à mon sens, pas assez abordée. Tantôt, on parlait de séminaires, de symposiums. À mon sens, c'est un sujet en soi, parce que le colorisme est une réalité persistante, tu sais, dans de nombreuses communautés noires et racisées. Il va créer justement des hiérarchies internes basées sur la proximité de la blancheur, encore une fois. C'est ce qui va affecter, comme on le sait bien, les opportunités sociales, la manière dont on nous écoute, la manière dont on est perçu. Mais encore une fois, il faut à la base connaître le tort que tous ces mécanismes-là ou toutes ces influences-là peuvent avoir sur le personnel. Je cède la parole à mes collègues pour qu'ils puissent aussi peut-être avoir des éléments de réponse. Ben moi, ce que je dirais, c'est que notre institution, c'est le reflet de la société, hein. Donc, oui, les gens qui y travaillent, les gens qui créent les règles, et c'est vraiment ce besoin d'apprentissage-là, moi, je dis, qui est ce besoin de curiosité envers l'autre. Et c'est au-delà, tu sais, je pense que oui, il faut continuer à travailler, puis c'est l'effort pour humaniser les soins de façon globale et de susciter la curiosité de l'autre. Moi, parce que tu sais, de ne pas reconnaître le racisme systémique, ouvertement, ça, c'est une chose. Ne pas reconnaître, c'est qu'on choisit de ne pas y travailler aussi. Donc, c'est toutes ces choses-là que je me dis, comment qu'on peut parler de l'institution si on ne parle pas de la société? Et c'est ce reflet-là qu'il faut. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, je pense que c'est un pan à la fois, hein, de nommer, puis de pouvoir, pour moi, de pouvoir dire ça en public, ici, c'est déjà un pas. Et, euh, et ça commence comme ça, de pouvoir avoir cette discussion-là, de voir les pistes où ce que moi, Martine ou Ketli ou d'autres qui sont dans cette rencontre-là, puissent avoir le désir de créer quelque chose. Quel mécanisme qu'on a besoin de mettre dans notre institution? Comment qu'on évalue? Parce qu'on fait des sondages de satisfaction, mais dans ces sondages-là, comment que ça reflète l'expérience vécue des minorités? L'ensemble, on parle de nos préjugés, reconnaître nos propres biais, parce que moi, j'ai vu nos, j'ai vu une infirmière tellement dépourvue quand elle a vu qu'elle n'a pas donné des soins adéquats à un moment à une cliente par manque de curiosité sur son expérience. Elle a tellement pleuré. Puis j'étais partie de l'idée, ah ben là, c'est parce qu'elle a un préjugé. Puis quand tu vas chercher plus loin, t'expliques, tu vois, elle était en choc de dire, comment se fait-il que toi, tu es allé jusque-là pour l'accompagner, puis moi, j'ai pas pu. Ben, moi, je suis la somme de toutes les formations, des expériences. Tu sais, l'interculturel, c'est pas donné, je l'apprends, je participe, je m'informe. Le besoin de formation, et c'est le besoin, et ça, c'est la base, hein, de discuter, d'avoir de l'espace pour être formé. Et qu'est-ce qui existe? Comment?
Mais c'est tout ça. En tout cas, c'est ce que je pourrais dire. Voilà. Puis je vais laisser Ketli terminer sur cette question-là. En fait, justement, je ne vais pas m'attarder là-dessus, vu le temps est parti, mais je pense que c'est ça le colorisme. On sait que c'est la discrimination vraiment fondée sur la teinte de la peau à l'intérieur d'un même groupe racial, ethnoculturel aussi. Donc, c'est ça où on valorise les peaux plus claires, d'après ce que je comprends, tandis que les peaux plus foncées sont dévalorisées. Et je trouve que c'est un héritage, je crois que mes collègues l'ont déjà cité, un héritage colonial. Justement, c'est le passé qui n'aide pas vraiment. Et puis, c'est comme on a tendance à dire que, bon, justement, c'est comme, bon, ce sont des gens qui c'est ça, donc on attribue souvent à une sorte, surtout les peaux les plus foncées, par exemple les communautés noires, eh bien, c'est leur façon de faire, ça a toujours été ainsi, ou bien on les met dans des cases, hein, on parle toujours peut-être de pauvreté, ce sont des gens qui donnent le plus de problèmes, hein, etc. Donc, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai dit tantôt que les barrières communicationnelles, elles sont importantes aussi dans ce système de santé parce que la méconnaissance de certaines références culturelles, les obstacles linguistiques ne favorisent pas l'écoute active ou la validation des vécus. Donc, ce qui peut mener effectivement à la minimisation des besoins de la personne. Par exemple, juste pour terminer, en proche aidance, il y a une mère exténuée avec son enfant qui a des besoins particuliers. Donc, normalement, en proche aidance, on donne de l'aide, on donne du répit, on donne du soutien psychosocial, on donne aussi des crédits d'impôt, etc. Donc, il y a certaines ressources et certains services qui sont offerts à ces personnes-là. Elle-même, elle est imbue de sa situation. Elle a demandé de l'aide pour son enfant et pour elle. Et qu'est-ce qui est arrivé chez elle au lieu du CLSC? C'est la DPJ. C'est la DPJ qui arrive pour déplacer son enfant. C'est comme on est venu, elle a demandé de l'aide pour elle et son enfant qu'elle aurait dû avoir normalement. Mais pourquoi la DPJ est arrivée? C'est juste, on pense que, eh bien, c'est un milieu toxique pour l'enfant. Il faut enlever l'enfant de ce milieu-là. Donc, vous voyez, donc, on a documenté des cas comme ça. C'est juste que c'est vraiment, et je ne sais pas, c'est de former ou bien d'informer. C'est ce qui est important, c'est l'information et la formation. Et je dois dire aussi qu'on offre cette formation, la formation interculturelle à l'Institut Sherpa, mais assez souvent, les personnes qui seraient concernées n'y sont pas. Oui, ça c'est toute une autre question. Puis c'est vers là qu'on veut aller, hein, continuer à travailler. Tantôt, Bastien disait un pas à la fois, mais je pense qu'effectivement, il faut que les alliés ramènent des gens qui devraient y être et qu'on puisse travailler ensemble pour faire avancer les compréhensions des différentes réalités autour de nous. Puis vous avez nommé là, la formation, Kathleen, Bastien, puis Martine, vous y avez touché de différentes façons. Puis j'aurais le goût de dire tantôt, je pensais à ce que vous disiez, c'est la formation, c'est une chose, puis moi, mon souhait, c'est d'ajouter là-dedans la réflexion pour que ça percole. Parce que ce qu'on veut, c'est pas juste accumuler de la connaissance, hein. Ce qu'on veut, c'est transformer par l'écoute, par le savoir, par la compréhension. Puis, je pense que c'est pour ça que c'est le fun de vous écouter puis de pouvoir réfléchir à partir de ce que vous nous partagez. Je vois qu'il nous reste 2 minutes. J'avais envie de, premièrement, vous remercier énormément pour votre participation, d'avoir accepté de venir partager avec nous puis d'échanger. Cet échange était riche, c'était trop court. On l'avait dit, on l'avait calé au début. Mais c'était vraiment, ça a passé là, comme un clin d'œil. J'aurais envie de faire un dernier tour avec vous trois pour savoir si vous avez le goût de nous lancer un petit mot de la fin, un défi, une réflexion finale qui est la vôtre, que ça peut être dans des aventures ou dans des avenues différentes. Je peux me lancer. En fait, En fait,
je pense que un peu comme qu'est-ce qu'on vient de mentionner, c'est bien de s'asseoir, c'est bien d'avoir un panel, des échanges. Quels sont les 3 éléments que vous repartez de cette rencontre-là? Quels sont les 3 éléments que vous repartez de cette rencontre qui vont faire en sorte que justement, soit transmettre, sensibiliser les gens autour de vous, pourraient mettre des graines dans ce changement-là qu'on essaie d'apporter? Je pense que ce serait vraiment l'élément auquel je pourrais terminer le panel. Et convie à la réflexion. Merci, Martine. Moi, j'aurais dit, dans tout projet de société ou de santé, il est essentiel d'intégrer des approches culturellement ancrées et différenciées, adaptées aux réalités vécues justement par les diverses communautés. Et juste dans mon cas, le plan d'action gouvernemental en proche aidance, là, c'est un projet tout nouveau qui comprend 61 mesures. Donc, le ministère a non seulement intégré la DS+, donc on sait l'analyse différenciée selon les sexes, mais il a aussi prévu une mesure spécifiquement dédiée aux minorités ethnoculturelles et de langue anglaise. Et il a pris le soin, justement, de me nommer comme coordonnatrice provinciale pour assurer le suivi de ce plan d'action auprès de ces communautés. Donc, je considère qu'il s'agit d'une reconnaissance officielle des droits des personnes issues des minorités, ainsi que d'un engagement croissant à reconnaître la diversité des expériences au Québec. Donc, je pense qu'avec cette reconnaissance-là, nos programmes et politiques pourraient être réellement adaptés aux populations qu'ils visent à servir. Merci, Kathleen. Merci et félicitations en même temps. Bastille, le mot de la fin. Mais moi, j'entends avec tout ça, c'est tellement de possibilités de voir le rôle que tu prends, de pouvoir contribuer de cette façon-là. Puis j'ai espoir dans l'humanisation des soins, puis de dire qu'il faut rester curieux envers les autres, il faut rester ouvert. Puis moi, je pense que, écoute, il reste que l'amour de l'être tout court va nous aider. Puis je pense que toutes les autres choses, ça va être comme du bonbon, mais l'amour de l'autre. Voilà, ça fait un petit peu preacher, mais c'est vraiment ça qui revient pour moi, c'est la curiosité. Puis on a cette diversité-là, qu'on a la chance de connaître tellement sans bouger, on peut voyager. Donc, c'est ça. Nous, on prend tout ça. Merci infiniment pour votre présence, votre participation, votre partage, votre générosité, votre intelligence. Et on remercie les participants, les participantes. Et c'est à la prochaine année pour le prochain discuter et comprendre à l'occasion du mois de l'Histoire des Noirs. Sinon, on se retrouve le mois prochain également. Les panélistes ont partagé des choses avec nous. On va vous envoyer un courriel à ceux et celles qui étaient là aujourd'hui avec des références, la documentation, des sites. Ketli, j'espère que ton plan d'action, on pourra le partager. Donc, merci à tous et à toutes et bonne fin de journée. Merci. Merci. Bye bye.